je suis Nathalie, créatrice du blog nathalie-fossa.com et fondatrice de la formation Bien Grandir 0-3 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nadia, infirmière puéricultrice, qui a créé son agence d'accompagnement à la parentalité, Cigogne et compagnie. Est-ce que tu peux m'expliquer, me raconter ton parcours d'infirmière puéricultrice jusqu'à la création de ton agence ? Oui, merci déjà pour ton invitation Nathalie. J'ai créé donc, alors déjà avant d'avoir créé, j'ai passé des diplômes, j'ai fait des formations. Donc j'ai passé le diplôme d'infirmière, donc à l'école d'Angoulême. D'accord. Voilà. Et ensuite j'ai tout de suite enchaîné sur la formation de puéricultrice parce que je savais quel était mon projet. Professionnel, c'était être infirmière puéricultrice, accompagner les enfants, les familles. Donc j'ai passé mon diplôme tout de suite après le diplôme de puéricultrice sur Tours. Et ensuite j'ai commencé tout de suite à travailler après mon diplôme. Ma grosse expérience a été en protection de l'enfance. Donc j'ai accompagné des enfants en établissement, des enfants de 0 à 18 ans, dans des services de protection, des accueils d'urgence, des enfants confiés par la justice. J'ai travaillé aussi avec des enfants qui étaient avec des jeunes mères mineures, donc dans des centres maternels, et puis aussi dans des protections maternelles infantiles, donc tout ça dans divers départements. Voilà. D'accord. Voilà, et puis ensuite, après un constat assez important que l'accompagnement à la parentalité était difficile, en tout cas des parents un peu laissés entre guillemets à l'abandon par un manque de moyens, que ce soit le manque de pédiatres, en tout cas les pédiatres, la pénurie des pédiatres ou la prise en charge qui devient de plus en plus difficile pour accompagner des enfants plus âgés que des bébés en tout cas. Et puis c'est vrai que pendant la grossesse, les parents sont énormément accompagnés. Et puis très souvent, à la sortie de la maternité, ils se sentent très perdus, que ce soit en sortie de maternité, puis après en fait on ne sait plus vraiment à qui on s'adresse pour parler de parentalité. C'est vrai qu'on est accompagné pendant toute la grossesse, on a les rendez-vous médicaux, etc. Puis du jour au lendemain, on se retrouve tout seul, un petit peu comme si ça allait tout se passer bien, mais des fois, ça se passe pas aussi facilement. C'est ça. Alors, on est accompagné, en tout cas, le premier mois du bébé, on est accompagné par la sage-femme, et puis on se dit, on discute avec la sage-femme, mais ensuite, c'est vrai que la prise en charge, elle s'arrête rapidement. Et là, c'est un peu, on va perdre des parents qui sont en grosse difficulté ou pas, ou en petite difficulté. Alors il n'y a pas, c'est pas joli de sentir le besoin en tout cas d'avoir une aide en fait, ou qui ont des questions en fait et qui n'auraient pas forcément de réponse en fait. Qui n'auraient pas de réponse. D'accord. Et c'est pour ça que tu as créé Cigogne et compagnie. Voilà, je suis arrivée sur cette idée de créer Cigogne et compagnie pour accompagner vers la parentalité les familles, parce que en tant qu'infirmière, je peux accompagner la famille, et puis en tant que puéricultrice, je peux accompagner l'enfant de 0 à 18 ans. D'accord. Voilà. Donc du coup, comment ça se passe ? Tu te déplaces à domicile généralement directement ? Alors je me déplace au domicile des gens, un peu comme en protection maternelle et infantile, où je travaille aussi en visio, et j'ai des ateliers aussi que je mets en place, donc des groupes, on va dire collectifs sur la parentalité. Oui, sur une même thématique par exemple. Voilà. Du coup, petite question avant qu'on parle de ce type d'approche, est-ce que du coup toi tu es amené à réaliser des soins sur les bébés, etc. et sur les mamans, ou ça c'est plutôt, tu laisses cette partie-là à la sage-femme ? Dis-moi un petit peu comment tu fonctionnes. Alors normalement, moi je suis habilitée effectivement à faire des soins. Oui, en tant qu'infirmière puéricultrice, ça fait partie de mes missions. Si j'ai des soins, alors normalement le travail que j'ai étant en micro-entreprise, parce que ça il faut le dire aussi, je travaille donc pas avec la sécurité sociale, je travaille vraiment à mon compte. C'est pas considéré comme une profession médicale du coup dans le cadre de ton intervention, c'est ça ? Là non, ça pouvait pas, parce qu'en fait ce que je mets en avant, c'est vraiment le conseil et l'accompagnement. D'accord. Je peux faire des petits soins, donner des conseils, faire des soins, on va faire des soins de cordon, on va faire des petits soins peser, mesurer, ça c'est des soins que je peux tout à fait faire dans ma pratique. Ce qui rassure d'ailleurs souvent les parents. Ça rassure les parents. Même s'il faut se détendre, je crois, de ce côté-là. Alors il y a un des soins qui est très, très rigolo et qui
qui rassure le plus de parents, c'est couper les ongles d'un bébé le premier mois. Ça, c'est quelque chose qui est toujours difficile. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de parents qui sont en difficulté. Alors, ça fait partie des soins. Tu aurais une petite astuce d'ailleurs pour couper les ongles des bébés? Un conseil? Alors, souvent, on essaye de le faire quand ils dorment. Ou alors, soit on y arrive quand ils dorment pas. Moi, je le conseille souvent après le bain parce que on sait très bien que les ongles sont plus mous après le bain. Donc ça peut être une petite astuce. Souvent, l'enfant est plus détendu, donc oui, moins il sera plus à l'aise. C'est plus facile. Voilà. Ou alors même pourquoi pas dans le bain, ça peut être faisable. Et oui, souvent c'est une fois que le bébé dort, c'est plus facile. Très bien. Et du coup avec des ciseaux ou un petit coupe-ongle? Alors moi je suis plus pour le coupe-ongle parce que c'est marrant parce que c'est ce que j'ai utilisé aussi parce que je trouvais qu'en une fois on avait tout coupé. C'est ça. Et que c'était plus facile que de devoir faire le tour avec la main qui bouge. Pour un bébé c'est beaucoup plus facile et sinon je préconise vraiment le ciseau à bout rond et non à bout pointu. Parce que pour des bébés, s'ils bougent, ça peut être dangereux. Donc, je préconise le coupe-ongle. Voilà. Merci pour cet aparté. Ce conseil qui, je suis sûre, va être très utile aux jeunes parents parce que c'est souvent une petite problématique qui revient comme ça, que les gens se posent de savoir comment couper les ongles quand les enfants ont tendance à se griffer quand ils commencent à agiter leurs mains. Et on les coupe pas avant un mois. Ah, d'accord. Très important alors. Donc, on ne coupe pas les ongles avant un mois. Hein. Très bien. Alors, je reprends mes petites questions pour ne rien oublier. Alors, du coup, oui, généralement, à quel moment les familles sont amenées à te contacter? Quel est un petit peu le contexte qui fait que les familles font appel à toi? Et est-ce que c'est plutôt les mamans qui, généralement, prennent contact avec toi? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de moment opportun, c'est quand ils ressentent, quand ils sentent cette difficulté à répondre à leurs questions. Alors, soit ça va être conseillé par un autre de mes partenaires, que ce soit ostéopathe ou médecin ou pédiatre, qui va amener, ou même des sages-femmes qui vont conseiller le soutien. Le parent, lui, vraiment, il va voir au moment où il sent que il a besoin, en fait. Il va avoir besoin. Donc, il n'y a pas de moment précis. D'accord. Ça va être soit pour le bébé, soit pour un plus grand. Voilà. Il n'y a pas de moment précis. Donc, en fait, opportun. ça peut être pour un bébé, je sais pas, qui a 6 mois ou qui a 2-3 ans et comme parfois même après des adolescents? Oui. D'accord. Et puis pour avoir effectivement accompagné des enfants vraiment de 0 à 18 ans, l'adolescence soulève pas mal de choses, que ce soit la puberté, que ce soit des troubles alimentaires, tout un tas de choses en fait sur l'aspect aussi psychologique parce que ça fait partie aussi de mes missions. Voilà. D'accord. Oui, donc du coup en fait tu accompagnes autant sur l'aspect physique et matériel, comment réaliser certains soins, etc. Que la façon d'être avec l'enfant, la communication et la psychologie du jeune enfant et ensuite de l'adolescent. Voilà, parce que ça fait partie des missions d'une puéricultrice, que ce soit l'éveil, que ce soit le développement psychocorporel, les pathologies, enfin voilà, c'est très très vaste et très riche en fait cette profession, c'est aussi pour ça que je l'ai choisie. Du coup, tu donnes les clés aux parents pour comprendre finalement, pour comprendre les besoins de l'enfant, comprendre ses émotions et arriver à mieux communiquer avec lui. C'est ça, voilà, ça va être un accompagnement. Je fais que des accompagnements personnalisés, c'est-à-dire que je ne vais pas donner un conseil lambda. Ça s'inscrit dans une situation en fait, dans un contexte. Et dans une famille parce que, alors tu m'as posé la question, pardon, comme je suis bavarde, mais tu m'as posé la question si c'est souvent les mamans. Alors oui, c'est souvent les mamans qui m'interpellent, poussées par les papas. C'est marrant ça, ils se cachent un peu. Poussés par les papas, mais au bout d'un moment dans les accompagnements, j'ai les papas qui viennent parce que déjà moi je trouve ça très important que en fait j'accompagne c'est la famille et le couple. Bien sûr, et puis j'accompagne la famille en fait. Et de toute façon, quand je fais l'accompagnement, quand je parle à la maman, je parle toujours avec aussi des idées pour le papa. Ou la maman, ou l'autre maman, il y a toujours un accompagnement très large. C'est-à-dire que de toute façon, les choses ne se font pas seules. Voilà. Sauf dans les couples monoparentaux. Mais
souvent, voilà. Et à la fin ou pendant l'accompagnement, le papa ou l'autre maman nous rejoint toujours à un moment donné. Oui, pour comprendre que finalement il y a un intérêt. Il y a une envie aussi, oui, surtout. Une envie, que ce soit du premier conjoint ou l'autre, il y a une envie. Puis moi, je le propose quand je sens qu'ils osent pas trop, je le propose toujours. Et là, on me dit ah oui, il peut. Oui, au contraire. Et quand on peut être tous ensemble, c'est vraiment génial parce que il se passe plein d'autres choses. J'entends aussi plein de mots et surtout, l'autre conjoint entend plein de mots et je trouve ça tellement beau parce que ces accompagnements provoquent beaucoup d'émotions en fait et beaucoup de remises à niveau, C'est transformationnel en fait. Oui. On va vraiment impacter que sa vie. C'est pas, on n'est pas sur du symptomatique. On va dire aujourd'hui votre enfant fait ça comme un robot. Allez hop, il y a une réponse stéréotypée. Voilà. Ça s'inscrit dans un contexte et on va nous-mêmes évoluer en fait. C'est ce que je trouve d'ailleurs génial dans ce métier. C'est le fait qu'on va amener les gens finalement à carrément pas changer, mais se transformer, à évoluer en fait. On leur donne la main sur la possibilité de le faire en tout cas. Voilà. Et souvent, enfin, on nous dit merci. Alors moi, je leur dis merci à eux parce que c'est eux qui me laissent cette place, qui m'autorisent à voir ça aussi, hein, parce que c'est magique. Enfin, il y a plein de choses qui se. Ils s'offrent la chance de devenir autonomes, de savoir décrypter et de vraiment réaliser la parentalité qu'ils ont envie de pratiquer en fait. Voilà. Et moi, je les félicite parce que je trouve que c'est pouvoir demander. De l'aide, parce que c'est de l'aide, hein. Pouvoir demander un accompagnement, c'est une extrêmement belle démarche pour sa famille, pour son enfant. C'est une remise en cause. Hein. Et c'est une remise en cause, et je les félicite. Souvent, ils me disent, ils sont étonnés, et après, ils comprennent pourquoi, parce qu'on en discute, mais ils comprennent le pourquoi d'être félicités, parce que c'est tellement, voilà, c'est un bel avenir qu'ils sont en train de se construire. Et moi, je fais partie un peu de ça, c'est beau, enfin, et du coup, on voit des belles choses et ça fait du bien, en fait, voilà. Comme ça permet d'avoir des familles qui sont plus soudées, c'est ça. Et puis que les enfants grandissent bien et qui vont eux-mêmes pouvoir devenir des adultes accomplis. C'est ça, et qu'ils avancent comme il faut. C'est un bel exemple qu'ils donnent aussi à leur enfant d'avoir été capable de demander de l'aide, de se remettre en question et d'évoluer et pas de rester dans un fonctionnement qui ne marche pas et de s'acharner quand même. Ça, je pense que c'est une belle valeur à développer chez les enfants et pour construire le monde de demain et qu'il soit meilleur, je pense que c'est vraiment indispensable. C'est indispensable et surtout, moi, ce que je voudrais juste dire en plus, c'est que demander de l'aide, c'est pas qu'on soit faible ou, enfin, moi ces mots-là, ça me parle pas. Je veux vraiment qu'on dise, mais dans la société d'aujourd'hui, demander de l'aide, c'est un peu difficile, c'est un peu tabou. J'ai envie qu'on entende que demander de l'aide, c'est savoir où sont nos limites et c'est être de bons parents. Enfin, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais, c'est pas ça. C'est que c'est le parent qu'on a envie d'être. Et ça, c'est une belle démarche. Voilà, c'est ça qui est important. Je voudrais faire un petit point, un petit focus sur une question qui est justement tabou et qu'on entend quand même de plus en plus parler par rapport aux mamans, par rapport au baby blues, à la dépression postpartum. Alors déjà, c'est quoi le baby blues et c'est quoi la dépression postpartum? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que toutes les femmes sont touchées? Voilà. Alors tout dépend des femmes en fait, tout dépend des femmes, mais le baby blues et le postpartum, toutes les femmes sont impactées forcément parce que c'est tout ce qui se passe, c'est nos hormones en fait qui sont là et qui vont impacter. Tout dépend de l'état, tout dépend de l'accompagnement aussi de la maman. Alors il y a des mamans qui sont ultra accompagnées mais qui peuvent quand même avoir un baby blues. Le baby blues c'est quelques jours après en fait et ça peut durer quelques jours aussi après la naissance. C'est de la tristesse qu'on ressent sans savoir vraiment pourquoi. Et pourtant, on a cette impression d'aller hyper bien, que tout va bien, notre enfant est là. On est content. Voilà, on est content. Mais nos hormones. C'est plutôt hormonal alors. Il y a un gros aspect hormonal dans cette situation. Et émotionnel. Puis émotionnel. Et après, tout ce qui se passe, tout dépend du terrain de la maman, enfin, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, si vraiment elle trouve que ce qu'elle est en train de vivre c'est vraiment difficile et surtout qu'elle n'a pas d'accompagnement parce que si elle se retrouve vraiment seule à la maison, que son conjoint est absent toute la journée, qu'il n'a pas pu rester présent. Je dirais même à la maternité, si la maman ne se sent pas entendue, pas soutenue ou pas soutenue comme elle l'imaginait. Ou que l'équipe, par exemple, médicale n'a pas la même pas vision cohérente. qu'elle, ou qu'on lui donne des informations contradictoires. Voilà.
les équipes font comme elles peuvent, hein. Mais il y a aussi un conseil qui va être donné le matin, et puis le soir, finalement, le conseil est un peu différent. Et puis comme on est à fleur de peau parce qu'on vient d'avoir notre bébé et que nos hormones sont là en train de s'agiter, ça nous touche, quoi. Ça nous touche. Et on se met à douter. Et on se met à douter et à culpabiliser et à se dire je suis pas, je sais pas faire, c'est pas normal, ça devrait. Alors ça devrait être naturel. Être parent, ça n'est pas inné, ça s'apprend en fait. On devient parent. Et ça c'est important à dire parce que souvent les parents ont cette impression que, les futurs parents ou les jeunes parents ont l'impression que c'est normal en fait. On doit l'être. Dans la nature on va dire que c'est normal, mais je pense, normal biologiquement parlant. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que notre mode de vie aussi, il est différent de ce qui se passait avec les modes de vie en tribu où justement les femmes étaient très entourées aussi et là on n'est plus dans le même fonctionnement, donc on n'a plus forcément des repères, des personnes sur qui s'appuyer en fait. Et puis il y a la vie comme tu dis, c'est la vie quotidienne on a notre travail, et puis en fait tout le monde ne sait pas comment s'occuper d'un bébé, rien que mettre une couche, ça peut être hyper angoissant pour un papa ou une maman ou un soin de cordon, ça peut être très angoissant et impacter sur notre état émotionnel. Et alors oui, le postpartum... alors du coup, juste pour terminer sur le baby blues, en gros, c'est un état transitionnel, il ne faut pas trop s'inquiéter. Non. En gros, au bout de 15 jours maximum, c'est censé s'être estompé. Alors ça, c'est de la théorie. Voilà. C'est de la théorie ? Ouais. Ah zut, mince. Non, c'est de la théorie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça dure 3, 4 jours, 15 jours. Tout dépend de la situation, tout dépend de l'état émotionnel. Si maman a vécu une FIV avant et que l'arrivée du bébé peut aussi impacter aussi sur son état émotionnel. Même si après une FIV on est tellement heureux et en même temps le tellement peut être aussi très bouleversant. Oui, c'est dur de gérer les émotions positives et pas que négatives. Et surtout après une FIV, on est ultra accompagné encore plus que pendant la grossesse lambda et on peut vite se retrouver complètement démunis parce qu'on est seul. D'accord. Oui, alors qu'on a été accompagné peut-être pendant peut-être même plusieurs années et puis on a tellement attendu que du coup on a peur de mal faire et on doit être un peu dans l'angoisse ou la surprotection parce qu'on n'a pas envie de le perdre, cette enfant. C'est ça. Donc je pourrais pas donner de généralité parce que c'est vraiment cas par cas et puis chaque femme, chaque couple le vit différemment. Mais le baby blues, on va dire que c'est censé être transitoire. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est transitoire. Ça n'a rien à voir avec la dépression du postpartum. Non, la dépression, non, c'est beaucoup plus. Je vais la refaire. Dépression. Du coup, ça n'a rien à voir avec la dépression postpartum. Là, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus lourd. Oui, c'est plus lourd. Et puis là, il y aura besoin d'un vrai accompagnement, d'un vrai suivi professionnel autour de la maman et de la famille. Parce qu'une dépression postpartum, on pense souvent qu'il n'y a que la maman qui est impactée. Il y a des papas qui peuvent être très impactés sur cette dépression, en fait. D'avoir l'impression... soit d'être mis à l'écart parce que la maman a l'impression que elle ne sait pas faire et du coup elle veut quand même faire. Elle se met dans une bulle et elle ne se laisse pas trop approcher par les autres. C'est ça. Donc les papas, il faut aussi faire attention à leur accompagnement parce qu'effectivement ils peuvent être impactés par cette dépression. Voilà. Et la dépression du coup du postpartum, elle trouve les mêmes origines que le baby blues ou c'est un peu différent ? Ça dépend aussi de l'histoire de la maman en fait. Il y a plein d'histoires. Mon expérience de protection de l'enfance aussi me donne des histoires là que j'ai en tête sur des troubles que la maman peut avoir avant et qui peuvent être déclenchés suite à l'accouchement. Donc ça peut réveiller des choses. Ça peut réveiller des choses. Voilà, ça peut réveiller des choses aussi sur son histoire. Ça dépend. Par rapport à sa propre enfance aussi, j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc il y a l'histoire de la maman, mais il y a l'histoire de l'origine de sa conception à elle ou tout ce qui est transgénérationnel aussi, j'imagine. Complètement. Et ça va plutôt du coup toucher la dépression du postpartum. Oui. Ou si elle a eu des antécédents aussi de dépression. Oui, aussi. C'est un facteur de risque. Alors. Ça dépend, parce qu'il y a des mamans qui arrivent à... Au contraire, où
la maternité, ça va les booster, et du coup, elles vont être dans un élan de vie. Oui, je donnerai pas de généralité encore une fois sur cette question parce que c'est encore tout dépend de la maman parce que il y a des mamans qui arrivent à se sortir de ça malgré des années de dépression et au contraire, ça leur donne un but et du coup là, elles sont transcendées. Voilà. Donc l'arrivée d'un bébé, ça impacte tellement dans différents sens émotionnels, que voilà, il n'y a pas de vraie généralité par rapport à ça. Je sais pas si je... Oui, si, bien sûr. Mais c'est vaste et c'est riche tout ça. Donc en tout cas, si on se sent en difficulté, c'est bien de tirer la sonnette d'alarme, si je puis dire, le plus vite possible. C'est ça. Par le biais de, je sais pas, son médecin généraliste, comment elle peut s'y prendre, la maman ou le papa qui voit sa compagne un petit peu sombrer, quoi. Oui, alors ça, tout de suite, c'est vrai qu'il faut le prendre vraiment très tôt pour essayer d'accompagner. Alors quand je dis très tôt, quand on peut le voir et quand on... Dès qu'on s'en rend compte, en fait. Dès qu'on s'en rend compte. Ça veut pas dire que ça va passer tout seul. Non. Voilà, on fait appel à un médecin généraliste qui fera appel à une accompagnatrice ou à une puéricultrice ou à quelqu'un qui... Alors, on peut déjà être accompagné. Moi, je peux accompagner les mamans, les familles sur ces terrains-là avec l'expérience que j'ai pour avoir travaillé dans des centres maternels. Oui. Je peux, et avec des parents en difficulté, donc ça peut être complètement une de mes missions. Et puis ensuite, on a tous nos limites. Donc quand on sent effectivement qu'il y a besoin d'un accompagnement supplémentaire, on oriente effectivement vers une prise en charge plus importante. Ça peut être soit un psychologue, un psychiatre, ou pourquoi pas un centre maternel, parce qu'il existe aussi des centres et des unités mère-enfant. Qui sont spécialisés dans les troubles du postpartum en fait. Voilà. Ah d'accord, je ne savais pas. Et oui, il y a des établissements médicaux. Qui font partie des hôpitaux ou ça n'a rien à voir? Si. Et des services qui sont des unités mère-enfant et qui accompagnent des mamans en difficulté liées à leur accouchement. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc du coup, quels seraient les signes pour reconnaître une dépression du postpartum? Je sais qu'il n'y a pas de généralité, mais est-ce que déjà pour la maman elle-même, comment elle peut se dire ah tiens mince, là je me sens pas bien, là ça commence vraiment à aller, c'est pas normal, là ça va vraiment trop mal. Alors se sentir débordé tout le temps, émotionnellement parlant, c'est-à-dire pleurer tout le temps, avoir l'impression de ne pas savoir faire au quotidien, de pleurer, de perdre le goût aussi des choses, c'est-à-dire que avoir son enfant mais se dire que de satisfaction, de bien-être, de plénitude, enfin plus du tout, et ben là on commence effectivement à s'inquiéter parce que il y a beaucoup de choses qui font que c'est permanent, c'est pas comme permanent. Le baby tous blues, les matins. Il y a peut-être des moments où on se sent pas bien, mais il y a des moments où on est quand même content d'être là. Là ça dure, voilà c'est ça. On est content d'être avec son bébé. On est content. Alors que là limite c'est tous les jours, tous les matins, on sent on veut plus s'occuper de l'enfant, on va se forcer à le même faire de parce soi. qu'on culpabilise. Voilà. Alors c'est sûr que quand on a un bébé, c'est difficile de s'occuper de soi, de prendre une douche parfois même. Donc tes accompagnements durent combien de temps? Comment ça se passe? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que tu proposes un suivi généralement dans le temps? Alors ça, c'est vraiment en fonction de la situation, parce qu'il y a des accompagnements qui peuvent être un accompagnement une fois pour un problème particulier. Des questions, voilà. À un moment, on a des questions et ça peut prendre une séance, point. Et puis il y a des accompagnements plus longs suivant le thème en fait. C'est vraiment le thème qui va orienter en fait l'accompagnement. Alors moi j'explique toujours que ça peut être juste une consultation et après effectivement s'il y a besoin on prépare, on évalue je fais un devis en expliquant que l'accompagnement il pourrait être sur par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout dépend aussi de l'âge de l'enfant, tout dépend du besoin. Par exemple un sevrage à l'allaitement, ça peut prendre du temps en fait. Ça se fait pas en 3 jours par exemple. C'est bien de le rappeler quand même parce que un sevrage d'allaitement ça peut être tout dépend de la situation, encore une fois. Est-ce que l'enfant et le bébé ils le font? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que la maman elle le fait parce qu'elle se sent obligée? Oui, voilà. Est-ce qu'elle se sent obligée par rapport à une reprise de travail? Voilà. Ça dépend du contexte. Donc ça dépend du contexte. Donc ça peut être sur 1 mois, un accompagnement sur 1 mois. Ça peut être aussi d'autres sujets qui vont impacter sur le sommeil, par exemple. Ça peut être plus long aussi. Donc tout dépend de la famille, des besoins. Et c'est pas moi qui vais décider. C'est vraiment ce que les gens m'apportent comme leur
leurs attentes, leurs besoins. Et tu fais un espèce d'audit de la situation. Et c'est complètement ça en fait. Tu fais un diagnostic en fait, et à partir de là, tu vois ce qui est le plus adapté pour eux, quoi. Voilà. Donc moi, je leur propose toujours plusieurs étapes, plusieurs possibilités, formules, voilà, et après, pour qu'ils puissent après prendre leurs décisions, parce que c'est un aspect effectivement, il y a un aspect aussi financier dans la situation, et après les gens en fonction de leurs vrais besoins, ils prennent leurs décisions. D'accord. Voilà. Mais bon, j'imagine que généralement, quand les gens ils ont décidé de te suivre, ensuite ils étaient tous satisfaits d'avoir fait ce choix. Ils ne se sont pas dit mince, en fait ça servait à rien. Ils étaient même contents et surpris. Ils se diraient même tiens, en fait on aurait dû faire ça plus tôt. Ou... Oui. Et souvent, souvent, oui, c'est tout le temps. Les gens me disent qu'ils sont. Ils s'attendaient pas à ça. Voilà. Oui, ils s'attendaient pas à ça. Et puis, alors, ce qui est encore, on parlait des papas tout à l'heure, mais la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment les papas ou l'autre conjoint qui appuient sur le fait que vraiment ils sont bluffés du suivi de cet accompagnement et du changement que ça a impacté sur tout le monde. Voilà. Donc souvent, donc n'hésitez pas à consulter une accompagnante en parentalité, en tout cas à vous faire entourer et ça permet de progresser ensemble et de réfléchir. Et pas se sentir seul en fait, parce que on peut vite se sentir seul. Donc voilà. Très bien. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver, Nadia? Alors, on peut me retrouver sur mon site internet, donc cigogneetcompagnie.fr, et on peut me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc, alors Cigogne, par contre, il n'y a pas de S. D'accord. Donc on mettra tous les liens de toute façon sous la vidéo. Voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, et puis sur Instagram. Sur Instagram. Sur Facebook. D'accord. C'est très bien. Voilà. Autre part, ou c'est déjà pas mal? C'est déjà pas mal. Et puis après en accompagnement ou en visio et voilà. D'accord. Je te remercie beaucoup, Nadia, d'être venue. Et puis vous pouvez me retrouver également sur mon blog, les réseaux sociaux aussi, tout pareil, Nathalie Fossa. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Nathalie.